Welcome everyone to the session on Towards Culturally Anchored Futures, the role of libraries in building a common knowledge base for plural futures. We're very honoured to be joined by Dr. Kais Hamami, who is the Director of the Centre for Foresight and Artificial Intelligence at the Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organisation, although he is also an alumnus of UNESCO as well. He's the first person in the Arab world to hold a PhD in strategic foresight, and has also been the holder of the UNESCO Chair on Foresight, Anticipation and Strategic Decision in Africa and the Arab world. There's more information about him on the website, but a key question, est-ce que vous parlez français? No, oh, okay. If you do, that's great. If you don't, please take out your app, and if you click on this session, and then you click on Info, and then you scroll to the bottom, there is a link to Wordly. So go to the app, click on the session, click on Info, and then scroll to the bottom. So, si vous parlez pas français, if you don't speak French, that way you'll have the translation into English or whichever other language works. So with that, Dr. Hamami, je vous invite à la scène. That's it. Voilà. L'applaudissement, s'il vous plaît. Applause, please. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Très ravi aussi de visiter la première fois Kazakhstan qui est un pays membre de ICESCO que je représente aujourd'hui. Donc ICESCO dont le siège est à Rabat. Et le centre de prospective stratégique qui a été fondé il y a presque de là 4 ans sur l'idée comment promouvoir la culture d'anticipation. Donc je vais parler en français. Avec Stéphane, on s'est dit ce matin, tout le monde a parlé un peu du contexte de la librairie, etc. Mais c'est important au jour d'aujourd'hui d'expliquer un peu c'est quoi la prospective, les tenants et les aboutissants de la prospective stratégique. Ce matin, et c'est le hasard, Pasteur disait toujours, le hasard ne favorise que les esprits bien préparés. J'ai rencontré Madame la Présidente, je ne la connaissais pas, Vicky McDonald, d'une façon hasardeuse lors petit déjeuner. Et on a échangé rapidement, mais j'ai fait sa connaissance, donc ravi de faire sa connaissance. Et l'idée de cette citation de Pasteur, que le hasard ne favorise que les esprits bien préparés, c'est que pour comprendre la prospective, toute prédiction est une imposture. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu l'idée de la prospective à travers des métaphores. Et la première métaphore de la prospective, c'est la métaphore de la page blanche. Vous savez très bien que la métaphore de la page blanche, quand on la présente chez certains décideurs, la première chose qui vient chez les décideurs, c'est de faire table rase du passé. C'est très dangereux, bien sûr. C'est-à-dire, moi, si je suis président de cette belle fondation ou association, l'histoire commence avec moi. C'est très dangereux. En prospective, il faut savoir articuler entre le passé, le présent et le futur. Donc le futur ne se prédit pas. Toute prédiction est une imposture. Le futur se construit. Mais hélas, et je vais vous montrer, ça c'était l'exposition de 1900 à Paris, comment on imaginait le futur. Déjà à cette époque, on a prédit la disparition du livre. Et on a essayé d'imaginer l'an 2000, c'était en 1900. En 1900, est-ce que c'est une réalité ou non? Cette idée concorde très bien avec une tendance lourde pour les gens qui sont très familiers avec la prospective. Ça va vous parler, c'est quoi une tendance lourde, c'est quoi un signal faible, etc. Mais une tendance lourde qu'on est en train d'observer aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'évoluer dans une société intelligente avec moins d'intelligence. On est en train d'évoluer vers une société intelligente avec moins d'intelligence. Ce qui justifie certaines études, c'est très lié aux bibliothèques. Beaucoup d'études ont démontré que nos parents sont plus intelligents que nous, que nos grands-parents sont plus intelligents que nos parents, et par conséquent, nos enfants sont moins intelligents que nous.
Donc, et l'avenir, l'avenir des bibliothèques, il dépend aussi de l'usage des livres par nos enfants. D'où l'importance de la prospective comme un outil d'anticipation. Je passe, et là c'est important parce qu'avec Stéphane on s'est dit c'est important, ça on peut vous envoyer toutes ces slides, mais d'expliquer un peu c'est quoi l'idée de la prospective. Je vais expliquer l'idée de la prospective à travers 4 attitudes. 4 attitudes. La première attitude, c'est l'attitude passive. Je vais expliquer c'est quoi la passivité. La deuxième attitude, c'est l'attitude réactive. La troisième attitude, c'est l'attitude préactive. Et puis la quatrième attitude, là, c'est l'attitude proactive. Donc c'est quoi la passivité? C'est ce qu'on appelle les 4 attitudes face à l'avenir. La passivité, c'est quelqu'un qui subit le changement. C'est comme l'autruche. Vous connaissez très bien l'autruche. Elle crée beaucoup de problèmes, mais quand les problèmes s'aggravent, elle se cache. Et ça, on peut l'observer avec beaucoup de décideurs. Donc ils parlent, mais ils sont incapables de donner une idée pertinente ou impertinente, bien sûr. C'est la passivité. La deuxième attitude qu'on peut observer au jour d'aujourd'hui, c'est les décideurs, pour comprendre un peu la prospective, c'est l'attitude réactive. C'est quoi la réactivité? La réactivité, c'est comme le pompier qui attend que le feu soit déclaré pour le combattre. Parfois, il gagne, il devient un héros, et quand il perd, donc il perd sa vie. Donc c'est très dangereux aussi, cette attitude de réactivité. La troisième attitude, et là c'est plus intéressant, donc on entre dans ce qu'on appelle aujourd'hui la prospective. Vous savez, en septembre dernier, lors du UN Future Summit, il y a eu une déclaration très importante. La déclaration, elle part du principe que strategic foresight, c'est-à-dire la prospective stratégique, elle doit devenir first skills dans le monde. Mais ils ont lié la prospective stratégique avec future generation. Je vais revenir après sur l'idée de les futures générations et comment le futur échappe aux jeunes générations. Donc l'attitude réactive, la deuxième attitude. La troisième attitude, et on entre dans une posture prospective, c'est la préactivité. C'est quoi être préactif? La préactivité, c'est se préparer au changement prévisible. C'est identifier les signaux faibles. C'est détecter l'effet papillon. Vous savez, c'est quoi l'effet papillon? L'effet papillon, ça n'a pas d'impact sur le court terme, mais ça risque d'avoir un impact sur le moyen et le long terme. Mais nous, en tant que décideurs, on est très à l'aise avec le présent. Donc, on ne s'intéresse pas au futur. Pour nous, le futur, c'est le prolongement du présent. Donc, on ne s'intéresse pas à l'effet papillon. On s'intéresse qu'au projecteur. On ne s'intéresse pas à ce que ça cache derrière le projecteur. Et c'est ça l'idée de la prospective. Comment anticiper les ruptures? Parce que si on anticipe une rupture, et la rupture devient une opportunité. Il y a un ouvrage très intéressant, je pense, il faut le promouvoir dans vos bibliothèques, c'est un best-seller, le Black Swan, pas le film, hein, c'est l'ouvrage de Nicolas Nassim Taleb qui enseigne à Columbia University, où il parle beaucoup de cette idée de préactivité et comment une rupture, si elle est anticipée, elle devient une rupture très, très, très importante. Ce qui m'amène à parler de plusieurs tendances lourdes qu'on est en train d'observer dans le monde au jour d'aujourd'hui. Par exemple, une tendance lourde très importante pour la bibliothèque de demain ou les librairies de demain, c'est ce boom démographique qu'on est en train d'observer dans le monde. En Afrique, à ICES, on a 26 pays africains. On a tout le Moyen-Orient, on a beaucoup de pays en Asie, beaucoup de pays en Amérique latine, comme le Brésil, qui est un État observateur. Mais l'idée la plus importante sur le boom démographique, c'est qu'en Afrique, on va passer de 1 milliard à 2 milliards d'individus. Et le socle de connaissances dans les bibliothèques, 40% des langues dans le monde ne sont pas représentées. Je sais qu'il y a cette traduction simultanée, que l'intelligence artificielle va promouvoir ce qu'on appelle la traduction ou l'adaptation du livre, mais ça pose un problème. Une autre tendance lourde qu'on est en train d'observer dans le monde, et ça va vous paraître un peu dans le domaine de la santé, vous savez, quand on vieillit d'une année, on gagne 6 mois d'espérance de vie. Donc à l'âge de 50 ans, 60 ans, on est jeune. Donc on est jeune. Et l'espérance de vie, selon certains spécialistes, ça peut aller jusqu'à 150 ans. C'est des études qui sont très sérieuses, qui ont démontré que l'espérance de vie peut aller jusqu'à 150 ans. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des vieux de plus en plus riches
et des jeunes de plus en plus pauvres. Ce qui m'amène à de parler d'une tendance lourde très importante qui va impacter la bibliothèque de demain, c'est que les jeunes au jour d'aujourd'hui, on a fait des sondages à ISESCO, on a trouvé que le futur échappe aux jeunes. Que nous, les seniors, on construit le futur à la place des jeunes et qui vont vivre dans ce futur. Pire encore, quand on a posé des questions, qu'on a fait des sondages à ces jeunes, quand on leur pose comment pouvez-vous imaginer le futur, ils sont incapables de se projeter dans le futur. Donc le futur leur échappe. La quatrième attitude, et là vraiment on entre dans l'excellence de ce qu'on appelle une démarche prospective, c'est la proactivité. C'est quoi être proactif? Proactivité, je suis acteur du changement et j'essaie de converger vers le futur souhaitable et réalisable. Donc j'essaie de construire des scénarios. Point très important pour comprendre l'idée de la prospective. Prospective ne veut pas dire scénario. Scénario, ce n'est pas un récit, ce n'est pas du storytelling. Un scénario, c'est une construction dynamique. C'est un ensemble d'hypothèses où il y a une cohérence. Donc 4 attitudes. Ça, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un peu cette idée des tendances qu'on est en train d'observer au jour d'aujourd'hui. La démographie, une autre tendance, c'est les métiers de demain. Ça va toucher aussi les bibliothèques et les librairies de demain. Par exemple, avant Covid, on parlait de que 60% des métiers de demain n'existent pas. Aujourd'hui, on parle de 80% des métiers, 85% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Pire encore, on est en train d'enseigner les générations futures avec des techniques et des méthodes qui regardent vers le passé, pas vers le futur. Ça, rapidement, pour vous expliquer un peu les erreurs stratégiques que tout le monde, on connaît tout le monde Kodak. Kodak, pourquoi elle a disparu? Parce qu'il y avait un manque de prospective et que le premier décideur, pour lui, le futur est le prolongement du présent. Et à cette époque, chez Kodak, il y avait un jeune qui a inventé le numérique. Bien sûr, le premier décideur lui a dit « Votre invention n'a aucun avenir ». Kodak a disparu, Motorola aussi a disparu, Nokia, etc. etc. Et puis Sony s'est positionné. Deuxième métaphore, à travers, désolé d'habitude je n'ai pas de maille, mais deuxième métaphore pour expliquer la prospective, c'est à travers la métaphore de la page blanche et celle de Gaston Berger. Je ne sais pas si vous connaissez Gaston Berger qui est franco-sénégalais. C'est grâce à lui le mot prospective a été inventé. Il était à l'époque le directeur général de l'éducation, education au sens global, au sens anglais, c'est-à-dire enseignement supérieur, etc. Il est parti d'un constat très simple. Qu'est-ce qu'il a dit à cette époque? Nous sommes en train d'enseigner nos étudiants avec des techniques et des méthodes qui datent de 20 ans. Et l'étudiant, il va être en exercice dans 20 ans. Donc il explique, donc il aura un retard de 40 ans. Il enchaîne encore, il dit que notre société, elle est rétrospective, il faut qu'elle devienne prospective. D'où la naissance du mot prospective, qui a été utilisé partout dans le monde jusqu'en 1992. Et en 1992, il y avait un article qui a été publié par Ben Martin où on a proposé le mot foresight en anglais qui est admis au jour d'aujourd'hui. Mais la deuxième métaphore pour comprendre l'idée de la prospective, c'est les métaphores de la voiture. Qu'est-ce qu'il disait Gaston Berger? Il dit « Notre civilisation est comparable à une voiture qui roule de plus en plus vite lorsque la nuit est tombée. Donc on est dans un environnement imprévisible, incertain. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les phares de la voiture portent de plus en plus loin si l'on veut éviter la catastrophe. Donc l'objet de la prospective, ce n'est pas le futur. L'objet de la prospective, c'est le présent. De quoi vous êtes capable de faire à l'instant T pour changer le cours des événements. C'est pour ça qu'on dit qu'un bon manager doit ouvrir 3 colonnes toujours. Le court terme, le moyen terme et le long terme. Et nous, vu qu'est-ce qui se passe partout dans le monde sur le plan géopolitique, etc. aujourd'hui, les prospectivistes, on a intégré une autre temporalité, ce qu'on appelle les priorités stratégiques ou les actions prioritaires à entreprendre sur le court terme. Donc il y a 4 temporalités dans la prospective. Les actions prioritaires, c'est vraiment le court terme, les urgences, le moyen terme, le court terme, le moyen terme et le long terme. Troisième métaphore, pour expliquer un peu, et ça c'est important pour comprendre aussi cette approche de la prospective, c'est l'axe du temps.
Vous savez, quand on lance un exercice prospectif, chez certaines personnes, le point de départ, c'est, des fois on dit le passé, le présent et le futur. Le point de départ, bien sûr, c'est le présent et le passé. C'est-à-dire, j'essaie de partir du présent et d'aller vers le passé pour comprendre pourquoi on analyse le passé. Deux raisons importantes. Tout d'abord, comprendre les erreurs stratégiques du passé pour les éviter dans le futur. Vous savez, les décideurs, ils ont deux problèmes. La procrastination, c'est reporter tout au lendemain, et on a la mémoire très courte. C'est ça qu'on a un problème de bon leader aujourd'hui. Parce que c'est quoi la définition d'un bon leader? Un bon leader, c'est la personne qui accepte de s'entourer de personnes qui sont meilleures que lui. Donc, qui est capable d'accepter d'autres disciplines dans le cadre de son expertise. Et c'est ça l'idée de la prospective, elle est dynamique, elle est globale. Donc ici, on essaie d'aller vers le passé pour comprendre comment les choses ont évolué dans le passé, de faire un diagnostic dynamique du présent pour comprendre le futur. Et le futur n'est pas unique, ce qu'on appelle le champ des possibles. Et parmi ces futurs possibles, il y a le futur souhaitable. Et parmi les futurs souhaitables, on réduit encore, il y a le futur réalisable. Toute cette approche, ça s'appelle, c'est la phase exploratoire. On essaie d'explorer le champ des possibles pour comprendre où on est et pour comprendre quel est le black swan, quel est le scénario défavorable, quel est le scénario favorable et quelle dynamique peut-on adopter. Mais ce qui est très intéressant, et maintenant par rapport au passé, je vous pose cette question, est-ce que pour vous, le passé, il est unique ou pluriel? Le passé, est-ce qu'il est unique ou il est pluriel? Pluriel ou unique? Pluriel, c'est ça en fait. Le passé, il est pluriel, pourquoi? Parce qu'il dépend de notre perception. Et cette idée, on la retrouve, c'est le premier sociologue considéré par Toynbee dans Study of History, c'est Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, dans son livre Al-Muqaddima, en arabe, et c'est le livre des enseignements pour le futur. Qu'est-ce qu'il disait Ibn Khaldoun dès les premières pages? D'ailleurs, Yves Lacoste, il a repris pour représenter la géopolitique, il a beaucoup travaillé sur Ibn Khaldoun. Il a dit, tous les historiens qui m'ont précédé, c'est de simples chroniqueurs. Bien sûr, il explique, il ne critique pas seulement. Pourquoi? Il a dit parce que l'histoire telle qu'elle a été écrite ne reflète pas la réalité, puisque l'historien essayait de se rapprocher du prince, donc il modifie l'histoire. Donc il faut comprendre dans le passé le probable dans l'improbable et le possible dans l'impossible. Et c'est l'enjeu du monde de demain au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on est en train de vivre dans ce qu'on appelle aujourd'hui la tyrannie du présent, la dictature du présent. Il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de désinformation. Donc après 2 ans, même un fake news devient une réalité. Je pense donc que les bibliothèques, ils sont la mémoire du passé, mais la mémoire du futur pour garder le vrai passé pour les futures générations. C'est pour ça, nous, les prospectivistes, on dit qu'on est en train de vivre 3 tyrannies. Il y a la tyrannie du passé, la tyrannie du présent, la surcharge et l'urgence, mais aussi la tyrannie du futur. C'est ce futur qui arrive à vive allure et qui change le cours des événements. Donc, la prospective, c'est quoi? Et je vais donner une première définition de la prospective. La prospective, c'est une anticipation pour éclairer l'action présente à la lumière des futurs possibles et souhaitables. Tout à l'heure, Stéphane m'a posé cette question, donc comment peut-on opérationnaliser la prospective? Bien sûr, elle peut jouer un rôle très important. Il y a eu des tentatives vraiment très timides pour développer la prospective dans des bibliothèques. Par exemple, la bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque d'Alexandrie, ils ont fondé une cellule de prospective, mais c'était orienté vers un peu le côté social aussi, mais pas le côté des livres. Il y a aussi la bibliothèque du Qatar, à un certain moment, ils ont parlé de al-prospective en arabe, al-istishraf, et c'était assez intéressant. Donc, comment opérationnaliser la prospective? Tout d'abord, pour opérationnaliser la prospective au sein des bibliothèques, au jour d'aujourd'hui, c'est important de former. Il faut former les gens. Il faut vulgariser l'outil de la prospective. Nous, on travaille avec UNICEF sur l'idée, sur deux projets importants. Un projet sur l'intelligence artificielle, c'est un guide de l'IA pour les enfants, par les enfants. Donc c'est un guide de l'intelligence artificielle qui est développé par les enfants pour les enfants. Mais on travaille sur un projet à l'échelle mondiale sur comment apprendre le futur aux nouvelles générations. Parce qu'on est en train
d'essayer de donner un socle de connaissances qui est tourné vers le passé pour les générations futures. Donc il faut repenser ce socle de connaissances. Donc la première idée pour développer la prospective, c'est la formation. La deuxième idée, c'est vous avez un réseau très important, donc il faut vraiment créer un réseau, des partenariats stratégiques pour essayer de faire le qui fait quoi, développer ce qu'on appelle des glossaires sur l'idée de la prospective, des guides, afin de créer un langage commun et surtout encourager ce qu'on appelle les études à vocation stratégique et prospective. Et pour finir, je souhaite finir avec 3 citations, à mon sens, importantes, dans le sens philosophique. La première citation, c'est celle de Saint-Augustin. Tout le monde connaît Saint-Augustin. Saint-Augustin, il avait 2 citations importantes. Et la première citation qui m'a beaucoup marqué, qui m'a marqué mon esprit, c'est « Avance sur ta route, car elle n'existe que par ta marche ». Et la deuxième citation de Saint-Augustin, où il disait « C'est une impropriété de dire qu'il y a 3 temps, le passé, le présent et le futur. Il serait plus juste de dire qu'il y a 3 temps, le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. » Et ça, c'est extraordinaire, c'est d'une actualité saisissante. La deuxième citation, c'est celle de Sénèque, le philosophe Sénèque, où il disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». D'où l'idée de la prospective, le champ des possibles. Et je finis avec Ibn al-Muqaffa, Kalila wa Damna, je vais le dire en arabe, mais je vais traduire après. Celui qui ne sait où il va risque de périr et de tomber de la monture du cheval, donc il n'a pas de vision, donc il est dans la dictature du présent et de l'instant présent. Merci pour votre attention. Come here to continue, as this one doesn't seem to be working. So first of all, thank you very much. Merci beaucoup, Dr. Hamami. Dr. Hamami has firstly provided a fantastic explanation, a fantastic structuring, an explanation of the importance, and I think also some very strong, encouraging messages about the importance of the role that libraries can play in how do we escape the tyranny of the past, the value of actually looking into what's happened to understand the choices, the assumptions that were made that took us to the present in order to free ourselves of that tyranny to move into the future. And there was also such a positive point about, and I really like the statement about foresight. It's carrying out anticipatory actions in order to shape what we're doing today to deliver the future that we want. And so it's a very practical tool, and I think another thing I took away was that connection between foresight and leadership. And I know those are 2 themes that we're very keen on, we're very strong on at IFLA. It's building up a culture of leadership, and crucially as part of that culture of foresight. So there's a lot in there. I think there's an encouragement to talk. I might put a beer on watch, given that we talked about the foresight unit at QNL. I won't force you to talk about it straight away, but I might encourage you later. I wanted to open up the questions. Ça va si les questions se posent en anglais? No problem. So you can ask questions in English as well. So do we have any questions to start off with? It normally takes a little bit. There was the cultural evening last night. So that's always, oh, Stephanie, fantastic. Mike. So, otherwise come up to the stage. Either, but this one works. So I hope this doesn't scare people off asking questions. Yeah. Oops, being on such a big stage. Hello, I'm Stephanie. I'm
head of the library department of the Goethe Institute, the German Cultural Institute. And merci beaucoup pour votre présentation, super intéressant et impeccable, merci. Thank you for the wonderful presentation. It's such an important topic. As the Goethe Institute this year, for the very first time, we also went through a foresight process, and it was a very interesting experience. So I'm really thanking you for this session, because I think it's so important for libraries to go into this foresight process, to not be surprised about the things that are happening. My question is, and unfortunately I missed the beginning of the presentation, maybe it already was said, but my question is, is there any mapping and oversight over which libraries already experience and went through a foresight process? Nous, en fait, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de voir plus global. Donc on a essayé de faire quel est the state of foresight in the world, c'est-à-dire un peu l'état de l'art de la prospective dans le monde. Et on a essayé de créer un réseau mondial, c'est-à-dire dans chaque pays, on a un focal point en prospective. Mais le problème au jour d'aujourd'hui, c'est que des fois, les gens confondent prospective avec planification, avec prévision. Donc on s'est retrouvé dans un autre problème, c'est de faire de la pédagogie pour que les points focaux essaient de voir si, par exemple, en Tunisie, la bibliothèque elle dispose du foresight ou non. Et donc les résultats sont très faibles, malheureusement. Il n'y a pas de prospective très développée dans les bibliothèques. Dans le passé, oui, c'est-à-dire la bibliothèque d'Alexandrie, la bibliothèque de Carthage, de la Grèce, parce qu'il y avait ce qu'on appelle l'agora, où les gens se voyaient, c'est-à-dire l'idée de prospective à la philosophie. Donc des gens se retrouvaient pour penser le futur de la cité, donc une sorte de ce qu'on appelle d'attitude prospective. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, la prospective, elle est presque nulle dans les bibliothèques, d'où cette idée. Et ça, c'est important. Tout à l'heure, peut-être j'ai parlé de Kodak. Mais Kodak, ils étaient tellement dans l'incertitude. Et pour eux, l'avenir est rose. Kodak a disparu du jour au lendemain. Et c'est ça que la prospective peut apporter un rôle. Deuxième point de vigilance, j'ai fini avec ce slide sur The Future of No Future. Pourquoi c'est assez provoquant? Parce que ce qu'on essaie de voir sur Internet ou les rapports, est-ce que c'est le vrai futur? Donc la prospective permet d'identifier ce qu'on appelle les facteurs de développement qui sont endogènes, spécifiques par exemple à l'Allemagne qui a une tradition en prospective. Moi j'ai beaucoup travaillé avec mes collègues allemands, avec la GIZ, la Konrad Adenauer Stiftung, elle développe beaucoup de prospectives, le ministère aussi, BMZ. Donc l'idée de la prospective elle est très, très développée sur le plan économique mais sur le plan philosophique. Donc moi, on plaide toujours, même à ICESCO, on plaide sur ce qu'on appelle aujourd'hui une approche culturaliste de la prospective. Et qui peut promouvoir ça? C'est les bibliothèques, puisque vous êtes pluriculturel, et d'où le titre aussi de cette intervention ce matin. Merci beaucoup. Would you like that I translate, or? Okay, he was just saying that they tried to form a research network about libraries going through foresight processes and doing foresight, but unfortunately the data is quite fragile because a lot of libraries confound planification with foresight processes. So that's why the data is a bit weak. And it's not the same thing. And interestingly enough, in earlier times, in philosophy in Greece, for example, foresight processes were very common. So people met in the agora and they were talking about the future and the future to come. I forgot one point, Stephen. Did you get it, the last one? I think it was also the fact that promoting a certain approach to futures doesn't always work, and so it was important to actually have the cultural adaptation of an approach to futures, and in fact the local knowledge, the understanding of local needs that libraries can offer means that libraries potentially have a very strong possibility to be the place where that happens.
C'est une traduction juste? Merci. Thank you. Thank you, Stephanie. Merci. We're still trying to get someone from the sound desk to come and turn this on. Abir, if you're happy to, Abir is from the Qatar National Library, and so we'll be able to talk a little bit of a library that has already created a foresight unit, qui a déjà créé une cellule prospective. These microphones, wherever you want, these microphones are working at least. Thank you, Stephen. Thank you, Dr. Qais. I really enjoyed this presentation, and thank you for mentioning QNL as an example. And it made me really think that what we do at QNL is really thinking about the future. We're so engaged on what we do on a daily basis, we don't really stop and reflect and see what we're looking at, that this is really for the future. We do have a lot of initiatives. It's like whenever we sit in the senior management team, which contains the executive director and the directors responsible of the QNL's operation, we think, what is next? Sometimes we don't get a chance to celebrate our success, like, okay, we have accomplished this, what is next? What do we need to do? And I find it really interesting that it's not only from the management team perspective, we need to engage the whole QNL team. And I find it sometimes difficult when it's like, we need to rest. We just finished this. Why do you want us to do more? And I think the connection and dialogue with the team to get the buy-in is really important. And I want to mention one project that I think that I can mention here. I have recently moved from Research and Learning Services to leading the National Collection and Special Initiatives Department, which really looks at collecting the history of the future. We're not going to wait until we go, for the future generations to come and then try to collect our history from other institutions because we failed to collect it. What we do with my team now is look at what's happening today. Is this going to be the news tomorrow? Is this something that's going to be worth collecting so the generations to come, and I don't know, 40, 50, 100 years coming, they will find it. So this is one of the things that I'm undertaking now. I recently joined this team, and I'm trying to develop this, let's say, national collection with all types, not only books. We can do crowdsourcing, soundscaping, web crawling, whatever is going to make the news tomorrow as a history for our country, we try to collect it. I just wanted to share this with you, and thank you. Si vous voulez réagir. Je souhaite réagir parce que je vais parler doucement par rapport pour la traduction simultanée. Peut-être ce que vient d'évoquer docteur, c'est très important, du moins pour nous à ISESCO et pour moi en tant que prospectiviste. Et je lance un appel aujourd'hui à IFLA, à mes collègues, à Madame la Présidente et à tous les collègues ici. C'est vraiment, il vous incombe aujourd'hui de préserver la mémoire du futur pour les générations futures. Donc c'est comme en archéologie, il y a beaucoup de choses qui sont en train de disparaître au jour d'aujourd'hui, mais l'idée du futur sur le plan même sociologique, philosophique, linguistique, culturel, ce qu'on appelle les traditions culturelles de tous les jours, c'est le patrimoine immatériel, c'est des choses qui sont en train de disparaître. Donc c'est urgent d'acter tout ça, ça peut faire l'objet d'une brève histoire du futur, une brève histoire du futur. On essaie de remonter dans l'histoire pour voir sur les plans des traditions, sur les plans de la philosophie, de la poésie, comment l'idée du futur s'est développée et comment préserver ça pour les générations futures. Et je finis avec, je ne sais pas si vous connaissez Fatma Al-Fahri. Fatma Al-Fahri, elle a immigré à l'époque de Qayraouen vers Fès au Maroc. Et elle a fondé l'université Al-Qarawiyyin. Donc elle a hérité d'un grand patrimoine, c'est-à-dire elle avait beaucoup d'argent, mais elle a sacrifié tout son argent pour les générations futures. Et selon certaines études, elle est considérée comme la première bibliothèque Al-Qarawiyyin à Fès, et c'était suite à l'investissement d'une femme pour les générations du futur. Donc aujourd'hui, il faut rendre ce que Fatma Fahri a fait, essayer aussi d'investir pour les générations du futur sur cette idée d'un encyclopédie, d'un patrimoine pour préserver le futur. Thank you very much.
We're trying to get some tech down. I had one question actually that builds on that, and then I'll ask in French as well. There is significant interest and work in the library field to actually reevaluate the collections that we have. And sometimes it's called decolonization, sometimes it's called re-indigenization, sometimes it's about indigenization rather, sometimes it's just reevaluation, and so a more critical look at the past. And this is done for reasons of social justice and the importance of making sure that communities can recognize themselves within the library, but it feels like that also provides an opportunity to contribute more effectively to this sort of looking back to look forwards. Donc, je traduis? Oui. Je vais le traduire vite fait. Donc, il y a beaucoup de travail en ce moment dans les bibliothèques afin de réévaluer le contenu, la structuration des collections. Et parfois, ça s'appelle la décolonisation, oui. Parfois, ça s'appelle l'indigénisation en anglais. Parfois, c'est juste l'évaluation toute courte des collections. Et ceci se fait normalement dans une perspective de justice sociale, afin que les communautés puissent se voir, oui. Se reconnaître dans les collections. Mais ça me frappe un peu qu'il y a la possibilité, en fait, ce processus, tout ce travail peut également servir à aider dans des exercices de prospective afin de reconnaître, enfin, quand on est arrivé au point où on est en ce moment. Et c'est pour ça, en prospective, on dit qu'il n'y a pas de prospective sans rétrospective. Et l'idée de prospective, ce n'est pas une analyse chronologique du passé, mais c'est une analyse rétrospective compréhensive pour comprendre tout d'abord quel est l'état des lieux et pour aussi, comme vous l'avez dit, décolonialiser et coloniser. Moi, je parle de décontextualisation et contextualisation parce que le one best way n'existe pas. Donc, c'est important de comprendre aussi. Je reviens toujours à Ibn Khaldoun où il dit voilà, le passé, il faut comprendre le probable de l'improbable et le possible de possible et de faire une autre relecture. Et pour le futur, nous, ce qu'on apporte les prospectivistes, on met toujours ce qu'on appelle un dispositif de veille, suivi, évaluation. C'est-à-dire même si on construit des scénarios, donc un changement ou un changement d'hypothèse nous permet de s'adapter et de changer de dynamique et de changer de cap rapidement et d'avoir cette flexibilité. On parle toujours aussi, je finis avec ça, un dernier concept, c'est ce qu'on appelle l'archéologie du futur. On fait, et ça c'est assez intéressant que je peux partager avec vous par mail, et ça répond à votre questionnement. Merci beaucoup. Thank you very much. And I like that point about actually calling it decontextualization, because I'm conscious, obviously, a lot of countries did experience colonialism, but the same fate has applied to people who are from Roma backgrounds, women to a large extent, people who are from lower socioeconomic backgrounds who were also excluded from the record books in the past and who may not have been victims of colonization but have been of other things. It's good news, the microphones are now working. Excellent, thank you. So is there anyone who would like to ask a question without coming up to the stage? No? Well, thank you for coming down anyway. I suppose another question that I was interested in is, again, when we talk about futures within IFLA so far, there is the importance of futures as a planning tool for our institutions, for our associations, but we're also aware of the potential for libraries themselves to be places where their communities can explore things. And so, for example, I think it was in Malmö, in Sweden, they did some very good work when they wanted to come up with a new urban plan, the new urban development plan for the city of Malmö, which is not a problem-free city. They did it at the library because they felt that was the best place to actually have those discussions about what is the future of urban development within Malmö. And so I was going to ask, because I know that you look at urban planning quite a lot and experiences there. So, juste pour traduire vite fait aussi, quand on parle de futur, la prospective au sein de l'IFLA, on parle non seulement de son application dans le contexte de notre réflexion stratégique, notre planification pour le futur, pour les bibliothèques, pour les associations de bibliothèques, mais aussi du pouvoir, du potentiel de la bibliothèque comme espace pour mener des exercices de prospective
dans la communauté. Et donc il y a l'exemple de Malmö en Suède, c'est une ville qui n'est pas sans problème, et où en effet, quand ils voulaient établir un nouveau plan, de nouvelles idées pour le futur de sa ville, l'endroit qu'ils ont choisi pour cela, c'était la bibliothèque. Donc je voulais vous inviter en tant que quelqu'un qui parle surtout des questions d'urbanisation. Est-ce que vous avez des idées, des suggestions, de demandes, de revendications aussi? Là, c'est une très bonne question, bien sûr, et ce qu'on appelle se poser les bonnes questions, parce qu'il y a tout un champ en prospective, ça s'appelle la prospective territoriale. La prospective territoriale qui est très liée à l'urbanisme, à l'urbanisation. C'est quoi, une petite définition, c'est quoi la prospective territoriale? C'est que imaginer l'avenir d'un territoire en mobilisant ce qu'on appelle les forces vives d'un territoire. Et les forces vives d'un territoire, ça peut être des artistes, ça peut être des professeurs, ça peut être des gens lambda. Et c'est des acteurs qui sont capables de construire l'avenir de ce territoire. Et je pense, bien sûr, les bibliothèques, ils peuvent jouer un rôle très important, déjà pour mobiliser les gens pour construire le futur de ce territoire, d'une part, mais d'autre part, pour voir aussi quel est le rôle de cette bibliothèque dans ce écosystème. Tout à l'heure, c'est pour ça que je vais partager les slides, vous les avez. De toute façon, j'ai essayé de faire quelques scénarios, et avant de construire mes scénarios, je suis parti de l'idée que la bibliothèque, au sens classique, elle est devenue dynamique aujourd'hui. La bibliothèque, elle doit voir c'est quoi la géopolitique, c'est quoi la démographie, c'est quoi la technologie, c'est quoi les transformations sociales, c'est quoi les transformations numériques, c'est quoi la déontologie, c'est quoi l'éthique. On parle beaucoup d'éthique de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que l'éthique qui est valable ici à Kazakhstan, c'est la même éthique qui est valable en France, qui est valable en Angleterre? Et c'est ça ce qu'on appelle l'approche aussi culturaliste à travers la prospective que la bibliothèque peut jouer dans le présent et dans le futur. Mais l'urban planning, bien sûr, nous, à ICESCO, nous sommes en train de lancer, d'ailleurs à Westminster en Angleterre, une chaire sur Foresight and Urban Planning. Et c'est très intéressant cette chaire, j'espère qu'elle va être lancée en 2026, c'est comment elle implique les acteurs clés pour penser l'avenir des territoires, et on essaie de confronter des territoires partout dans le monde, c'est-à-dire comment la perception du futur elle diffère d'une région à une autre. Merci beaucoup. Oh, Giuseppe, so this is now working, so I'll bring it down. It's working very well. Go for it. Thank you very much for your presentation. My question, actually, you have already partially answered to the question I wanted to ask, and it is about methods. You were just mentioning la dimension territoriale, donc la perspective territoriale, mais besides, let's say, gathering experts or les forces vives, as you just mentioned, is there a sort of categorization of the methods that are used in the foresight studies? Bien sûr, moi j'ai parlé de façon globale par rapport à comment on peut impliquer les acteurs clés ou les forces vives d'un territoire pour imaginer le futur d'un territoire. Mais il y a une méthodologie très claire. La méthodologie, par exemple, l'Union européenne, tout à l'heure nos collègues ils ont présenté un projet avec l'Union européenne où elle fait beaucoup de choses sur la prospective territoriale, même en termes de méthodologie et de guide. Mais l'idée principale, c'est comment créer un langage commun. Je vous donne un exemple. Si j'essaie de faire un diagnostic du territoire et je sais qu'est-ce que je dois faire dans le futur, si ce diagnostic n'est pas partagé par tout le monde, c'est très dangereux. Donc il y a aussi, des fois on dit le processus est plus important que le résultat. Donc c'est important, quand on imagine une vision du futur, c'est important d'impliquer tout le monde. Et des fois, des gens qui ne veulent pas parler, mais dans le cadre de focus group, ils sont capables de donner des idées pertinentes. Ça d'une part. Mais d'autre part, il y a une méthodologie très stricte où on va faire des commissions, par exemple, techniques, une commission technologique, une commission sur la qualité de vie, etc., où on va produire ce qu'on appelle des facteurs de changement déterminants pour le présent et le futur du territoire. Mais l'idée la plus importante, qu'on ne peut pas ramener, par exemple, un projet qui a réussi sur l'avenir de Londres, ils sont en train de faire un projet
qu'on peut vraiment le transposer sur Grand Paris. Ils ont fait une prospective territoriale à l'horizon 2040. Donc on part du principe que les facteurs sont endogènes, spécifiques à ce territoire. Mais un exercice de prospective territoriale, ça peut aller jusqu'à 8 mois pour réussir cet exercice. Il y a un exercice qui est très intéressant. Vous pouvez, nous aussi, quand j'étais à Paris, au CNAM, et au Conservatoire national des arts et métiers, on a essayé de faire une sorte de la bibliothèque du futur. Et on a fait des exercices comme sur le Pays basque, entre l'Espagne et la France, et c'est un exercice qui a donné des solutions qui sont pertinentes jusqu'à aujourd'hui, et dont l'impact est vraiment pour les futurs, est très positif pour les futures générations. Thank you very much. Oh, Jérôme, voilà. Thank you for, I'm Jérôme, I'm working in the French National Library. Thanks a lot for your outstanding presentation and thanks for the testimony of the Q&L exercise. My question is, in a time of budget restrictions, how do you advocate for such an exercise? In other words, when it's hard to negotiate your budget for next year, how do you make a decision maker believe you when you ask them to have this kind of prospective exercise? Ma question est la suivante. En temps de restrictions budgétaires, comment arrivez-vous à persuader les décideurs de l'utilité d'un tel exercice? Because this exercise has a cost, obviously, parce que cet exercice a également son coût. Merci. Thank you. Question très importante, question qui est toujours posée. Mais avant de répondre à cette question, nous, dans la prospective, on dit, par rapport à l'avenir, c'est un domaine de volonté. C'est un domaine de volonté et un domaine de responsabilité. S'il n'y a pas cette volonté de changer les choses, on va subir les choses. Donc, choisir pour ne pas subir. Donc, c'est une question de volonté pour se projeter dans le futur. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai discuté avec Stéphane, lancer un exercice prospectif, la prospective, ça peut aller de 3 heures à 3 ans. Donc tout dépend. Donc s'il y a c'est pas une question de budget, c'est une question de volonté et comment s'approprier une démarche constructive avec les acteurs clés. Et je donnais tout à l'heure l'exemple, les exemples sont énormes. Kodak, bien sûr, c'est des choses énormes, mais au jour d'aujourd'hui, on est en train de voir des faillites. En fait, on fonce dans un mur et on klaxonne et on dit c'est notre futur. Au jour d'aujourd'hui, les Nations Unies, nous aussi à ISESCO, on a lancé un appel mondial pour promouvoir la culture d'anticipation dans ce monde imprévisible, incertain. Et dans ce monde où il y a cette dictature de l'information qui nous oriente dans un sens ou dans un autre. Et je vais peut-être me contredire. Tout à l'heure, j'ai dit toute prédiction est une imposture, mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on est capable de prédire le futur. Comment on est capable de prédire le futur? Parce que je suis capable de vous orienter dans un sens ou dans un autre, dans un futur qui m'est favorable à moi, mais qui est défavorable à vous. Taille Laurent disait toujours, et je reviens à Taille Laurent, ça vous parle, j'imagine, c'est quand c'est urgent, c'est trop tard. Et c'est ça qu'il faut promouvoir chez les décideurs, quand c'est urgent, c'est trop tard. Et quand c'est urgent, on n'arrive pas à voir le bout de notre nez. Donc ça ne devient plus un luxe, la prospective aujourd'hui, c'est une nécessité pour voguer dans un environnement incertain et imprévisible. Thank you very much, and I think that it's such a key point that, and it's the Godet examples you gave at the beginning. There's passivity, there's reactivity, but there's preactivity, proactivity. But that point that for a decision maker, for a government, that it's a choice. Either you just accept change and you risk being washed away, or you actually act and advance. And I think that's certainly part of the messaging that we give, is that you can't predict the future, but you can prepare for it and try to shape it. And so it's getting over, there's a sort of a dip. So firstly, there's the panic that comes with uncertainty, and then there's the optimism that comes with, well, nonetheless, I can do something, which we're trying to encourage. So it's not, you gave the metaphor of the car, the car looking ahead with the headlights. Of course, in English, we talk about being caught like a rabbit in the headlights. So you're suddenly sort of stunned by something that's coming at you.
not being that rabbit in the headlights, to use another headlight metaphor. So, ce que j'allais dire d'abord, c'est un message d'optimisme, le fait qu'on peut faire quelque chose, parce qu'il y a toujours ce peur que quand on fait face à toute l'incertitude qu'il y a, ça peut être un peu pétrifiant. On peut finir en anglais, peut-être en français aussi, comme un lapin dans les phares, avec la voiture qui vient vers nous. Et l'idée, c'est de ne pas être ce lapin-là, c'est de dépasser la panique, la pétrification, et sortir de l'autre bout. Tout à fait. So I think we have time for one more question, if there is one. Otherwise, what I will say is that, I don't know, certainly the slide pack contains a lot more, and I don't know if you want to say a little bit about the scenarios and what else is in there so that people can look into it. So, voilà, on n'a pas vraiment passé du temps sur le scénario. Il y a pas mal d'autres diapositives là-dedans dont on peut parler. Si, avec votre accord, les diapositives vont être disponibles pour les participants. Oui. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler un tout petit peu de ce qu'il y a là-dedans, enfin, tout le trésor qu'ils peuvent découvrir en fouillant un peu plus dans les diapositives. Oui, d'accord. En fait, rapidement, en 2-3 minutes, parce que c'est assez compliqué, mais avant de parler du scénario, c'est important, Stéphane, de souligner que là, c'est une tentative. Parce que modestement, moi, j'ai essayé de présenter des scénarios, mais pour expliquer la démarche. Que pour construire un scénario, ce n'est pas un récit, ce n'est pas du storytelling. Un scénario, ça se construit, et ça se construit avec les acteurs clés. Et c'est un scénario, il y a plusieurs composantes, plusieurs variables clés. Mais l'expérience a démontré qu'il y a toujours presque 5 scénarios, on peut développer 5 scénarios. Ça peut aller ce qu'on appelle le statu quo. C'est quoi le statu quo? C'est la tendance lourde. Si je fais rien, voilà le scénario. Si vraiment il n'y a pas de leadership, c'est comme le lapin, tu as parlé du lapin, donc c'est un scénario défavorable. Si vraiment il y a incompétence, incertitude, c'est le black swan. Et là, et puis il y a, voilà, ça c'est les scénarios plus ou moins négatifs. Mais il y a 2 autres scénarios. Il y a le scénario plus ou moins, j'essaie de sortir de la tendance lourde, d'aller vers un scénario plus ou moins favorable. Et bien sûr, il y a l'excellence, c'est le scénario favorable. Mais pour que l'anticipation devienne action, se cristallise en action, tout à l'heure, nos collègues ils ont posé des problèmes pour la prospective territoriale. Donc c'est important d'impliquer les acteurs clés parce que c'est eux qui vont devenir moteurs pour réaliser ces scénarios. Donc moi, modestement, j'ai présenté, juste pour expliquer la méthodologie, mais excusez, je n'ai pas le droit de parler de l'avenir des bibliothèques, donc je l'assumais modestement devant vous. C'était 3 scénarios. Le premier scénario, c'est une bibliothèque globale augmentée. Mais regardez, il y a une idée reçue. On dit qu'aujourd'hui, les jeunes ne vont pas aux bibliothèques, mais c'est une fausse idée. Il y a des statistiques qui ont démontré qu'il y a une fréquentation assez intéressante des jeunes vers les bibliothèques et qu'il y a une relecture, même TikTok, où il y a beaucoup de jeunes, quand on a fait nous aussi des sondages, ils lisent beaucoup sur TikTok. C'est un slide que je n'ai pas présenté tout à l'heure, mais c'était ce slide, plutôt celui-là, désolé, où il y avait, il a disparu, donc il y avait cette idée comment utiliser d'autres plateformes pour lire. Donc c'est pour ça que la bibliothèque doit se réinventer. Donc ça, c'est une bibliothèque globale augmentée. Dans ce futur, toutes les bibliothèques du monde sont interconnectées pour former une sorte de bibliothèque planétaire, appuyée bien sûr par la technologie, par l'intelligence artificielle, par la réalité virtuelle. Mais concrètement, un usager de 2040, si on essaie d'avoir une image du futur, parce qu'il y a plusieurs méthodes en prospective, il y a le backcasting, on essaie d'avoir une méthode, et de revenir pour concrétiser. Donc c'est un catalogue universel, agréé de toutes les collections numériques, mais ça peut être une entreprise très difficile aussi pour trouver un langage commun entre tout le monde. Le deuxième scénario, c'est une bibliothèque communautaire 4.0. Dans cette vision, on s'impose avant tout comme un acteur de la cohésion sociale locale. Et ça répond à ta question tout à l'heure, Stéphane, c'est ta prospective territoriale. Donc,
Ça permet d'inverser. Il y a un slogan où il dit « Think globally and act locally », c'est plus d'actualité. Il faut « Think locally and act globally », penser localement et agir globalement. Ça peut être le rôle aussi des bibliothèques, ça. Et le troisième scénario, j'ai essayé d'être le plus optimiste. Je ne vais pas parler de Black Swan ni rien du tout pour être délicat. La bibliothèque gardienne de la diversité du savoir. Ce dernier scénario prend comme point de départ un défi majeur de notre époque. C'est le côté épistémologique, la centralisation, c'est-à-dire la concentration du pouvoir de diffusion des connaissances entre quelques acteurs globaux et quelques langues dominantes. Donc ça va être ça, c'est vraiment l'élite. Donc on reste dans un truc d'élite. Voilà. Merci, thank you. And I think just looking at these, I really want to dig into them. Je veux vraiment creuser dans ces idées-là parce qu'enfin, ce sont assez alléchants. Enfin, and actually, a lot of the ideas, it's great. I know you've said that this is just something you put together. It's a proposal. Proposals are always really helpful. But then, I don't know, it opens up, it encourages that discussion. Vous vouliez parler de ceci? Ouais. Je ne peux pas oser parler de stratégie, mais c'est des idées que j'ai évoquées tout à l'heure un peu. Mais moi, peut-être aussi, je suis très subjectif parce que je défends la prospective. Mais vraiment, nous, on est prêts en tant qu'organisation aussi à vous accompagner, aussi avec d'autres organisations aussi comme UNESCO, mais ICESCO, elle est prête aussi, surtout aussi pour promouvoir la prospective et pour développer aussi ce qu'on appelle des unités de prospective dans des bibliothèques au niveau local. Donc il faut commencer au niveau local, mais après aller au niveau global pour créer cette synergie et de promouvoir la prospective à travers bien sûr toutes ses facettes et à travers toute son expertise. Voilà, merci. Fantastic. Merci beaucoup. And that idea of that, I don't know, and it was also a point that also came out from Abir's presentation as well. You were saying that it's also about it's having that capacity for foresight at every level. So there's not just one person sitting in the capital, sitting in the biggest, grandest library in the state, the province, the borough, whatever, that every library ideally should have that capacity to have a foresight unit and cellule de prospective. And so it's also happening, and that also ties in anyway with the way we talk about leadership, that leadership is not only for someone at the top of the organogram. It's not only, le leadership, c'est pas que quelque chose pour les directeurs généraux, etc. I'm very happy to see this as well, and I think we're definitely happy to continue that conversation about working together on taking things forward. Certainly the ideas that you have here are quite similar to the ideas that we have around what we'd like to do. Donc les idées que vous présentez ici sont très similaires aux idées que nous avons un peu sur comment est-ce qu'on veut s'orienter à l'avenir. So I see, je vois qu'on a un peu dépassé en temps. I think we've gone 5 minutes early. We did start late, so I think that's fair enough. But I wanted simply to thank Dr. Hamami. I think there are some really useful things to take away from this. I think that point, I really loved the no foresight without hindsight. Pas de prospective sans rétrospective, so no foresight without hindsight. And so that value, the importance of the collections that libraries have in order to allow that, but also the importance of the work that we are doing on, whether you call it decolonization, indigenization, re-evaluation, decontextualization, that is all extremely valuable. I think that point that, obviously, yes, maybe sometimes we will face a challenge and they will face resistance, but resistance to thinking about the future is actually an invitation to be hit by that bus when it comes. It's an invitation to end up being purely passive, to be purely a taker of the future. But I think also that positivity, that firstly, that the future is something that we can do something about. We can't control it, but we can influence it. We're not powerless in the face of that. And I suppose finally, I'm not ordering my thoughts, but also those points, especially you made in the context of territorial foresight, about the value of foresight as a way of bringing people together to actually have a conversation about what are our assumptions, what do we think about the present, what assumptions are we making, which I think marries up very nicely
with the approach we take more generally about libraries are promoting a culture of actually talking to each other and trying to come to that shared understanding of what's happening in the world as a basis for moving forward. So with that, je voulais dire un très grand merci au Dr. Hamami. C'est une conversation qui va continuer. It's a conversation we're going to be continuing. And thank you everyone for your questions, for your engagement. So merci beaucoup. Thank you very much. Shukran. Merci. And the slides will be available.